On a fait des enquêtes sur vous par le passé, des enquêtes sur la société, sur la politique, bien sûr. Là, on en fait beaucoup sur les élections municipales. Qui auront lieu en mars prochain. Toute une série de villes. Et à Nice, ça va être chaud. Voilà, exactement. Pas qu'à Nice, mais notamment à Nice, à Marseille, Nice. Elles vont être intéressantes, les élections municipales. Paris, non, mais c'est vrai que ça fait longtemps, et je le dis aux auditeurs d'Europe 1, qu'on va pas avoir des élections municipales aussi intéressantes. Parce que c'est vraiment, dans plein de grandes villes, ça va être énorme. À Paris, à Nice, à Marseille, à Lille, exactement. Lyon, on va voir ce qui va se passer à Lyon. Et c'est les premières municipales qui sont la dernière étape avant la présidentielle depuis 2001-2002. Je vous dis, les municipales 2026 vont être incroyables. Elles vont être incroyables. Non, mais c'est vrai. Et puis, t'as beaucoup de... Il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de choses qui vont jouer. Moi, j'attends de savoir ce que va faire avec Ciotti à Nice, par exemple. Je pense qu'il voilà, j'attends de savoir ce que va faire quand même Sébastien Delogu à Marseille. Quand même, j'attends de savoir ce qui va se passer à Lyon avec toutes les affaires qu'il y a eu. Et puis, j'attends de savoir aussi ce qui va se passer dans des villes comme Rennes, comme Nantes, Grenoble, voilà, où beaucoup d'habitants nous disent d'ailleurs sur Europe 1 souvent qu'ils trouvent que c'est difficile pour eux, mais est-ce que ça va se traduire dans les urnes ? Exactement, parce qu'il y a des bastions d'extrême gauche dans ces villes. Exactement. C'est vrai que ça va être très très intéressant. Frédéric Dabi, en tout cas, merci d'être avec nous. Est-ce que ça vous intéresse de faire des sondages ou des enquêtes d'opinion sur les personnalités médiatiques ? Oui, vraiment. On en a fait par le passé avec le journal du dimanche. On avait un top média qui est à côté du top 50 des personnalités, qui est le navire amiral IFOP JDD. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la grande diversité des sujets. On peut passer d'un sujet sociétal. On travaille beaucoup sur la sécurité, sur le trafic de drogue, sur des sujets plus politiques, plus électoraux. Et en l'occurrence, c'était sur la présidentielle. Moi, ce qui m'a fait plaisir dans ce sondage, je vais vous dire, parce que vous avez fait un sondage qui avait été commandé par Valeurs Actuelles, c'est ça ? Tout à fait. C'est pas un sondage qui vient de nulle part, puisque très fréquemment, Valeurs Actuelles nous commande des enquêtes sur des personnalités qui ne sont pas des personnalités du champ politique, enfin potentiel électoral. On a travaillé sur Michel Onfray, sur Pierre de Villiers, sur Bigard, sur toute une série de personnalités dont on a dit elles sont intéressantes, est-ce qu'elles pourraient avoir un rôle politique ou électoral ? Alors moi, il y a un seul truc qui m'a fait plaisir, c'est que il n'y a que 3% des gens qui ne me connaissent pas. Ça, en termes de notoriété, bien sûr. Et c'est ça qui était, ça m'a fait plaisir. C'est révélateur. Ils ne sont pas à l'ARCOM. Non mais c'est ça. Non mais c'est fou. Un taux de notoriété aussi élevé, moi je trouve ça assez étonnant. Mais c'est vrai que tout le monde se focalise sur la popularité. Il faut d'abord voir si vous êtes connu. Exactement. Et le baromètre qu'on fait avec Paris Match est intéressant parce que on pose une question plutôt gentille, bonne mauvaise opinion, mais on laisse en clair, je ne le connais pas suffisamment. Et il y a beaucoup notamment de ministres, de personnes qui se pensent connues, qui souffrent d'un déficit de notoriété. C'est pas le cas du tout de Cyril Hanouna. Mais c'est vrai que qui sont les personnes les plus connues, est-ce que c'est Kylian Mbappé, Emmanuel Macron? Il y a pas 100% de notoriété, c'est toujours 97, 98, voilà, c'est ça. Parce qu'il y a même Emmanuel Macron, je crois qu'il a pas 100% de notoriété. Je crois qu'il a 99%. C'est ça, parce que dans le baromètre match, je le connais pas suffisamment. Suffisamment, ça veut dire je vois qui c'est, mais je m'intéresse pas à la politique ou je ne vois pas ce qu'il dit. Voilà. C'est ça, mais c'est vrai que c'est assez intéressant, moi ça. Moi, il y a cette phrase que disait un producteur qui disait il faut 10 ans pour être connu du jour au lendemain. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la popularité, c'est la notoriété surtout. C'est incroyable parce que on voit qu'il y a, c'est fou parce qu'il y a des gens qui pensent être très très connus. Et quand vous voyez les sondages, parfois ils sont des 45% de notoriété. Est-ce que parfois d'ailleurs vous avez des surprises vous-même en sondant sur la notoriété de tel ou un tel, que vous pensez être plutôt connu par la population française et vous vous dites on s'est trompé, il n'était pas si connu que ça. Oui, c'est extrêmement fréquent. Des personnes qui passent par exemple sur des chaînes info pensent être connues de tous, mais ça reste des audiences fortes, mais des audiences qui sont limitées. C'est toujours moins que le JT de 20h de TF1 ou de France 2. C'est vrai que ça se construit très très lentement. Quand je lance le baromètre match en 2003, il y a 90% des Français qui connaissent pas Jean-Louis Borloo. 4 ans après, tout le monde le connaît. Mais il y a aussi des périodes qui sont des périodes d'accélération de la notoriété. Par exemple, je pense à Olivier Véran au moment du Covid, à Rachida Dati en 2007, à Madame Belkacem en 2012, parce qu'elle était porte-parole. Il y a des moments d'accélération, souvent dans les périodes électorales. Et après, ça rebaisse. Ça peut rebaisser, c'est rare. Il y avait par exemple Ramayad, quand elle avait pris position contre la venue du colonel Kadhafi en France à l'automne 2007. C'est ça, décembre. Et récemment, Bruno Retailleau a vu sa popularité augmenter avec son arrivée à l'intérieur. Sans trahir de secret, quand je le croisais au Sénat, il me disait « Ah, mais quel dommage, je me rends compte que personne ne me connaît. » C'est vrai qu'il avait une notoriété assez faible. Mais là, il y a un moment d'accélération très forte et c'est vraiment
la personnalité qui a le plus éclaté en termes de notoriété. Il a passé la barre des 50-60% de notoriété. Il est même plutôt maintenant à 80. C'est quelqu'un dans un contexte en plus où il y a une sorte d'éclipse du politique, où les Français ont l'impression qu'il ne se passe plus rien à l'échelle nationale. Il constitue, avec Darmanin également, place Vendôme, une vraie exception. Et comment ça se joue entre notoriété et indice de vote? Alors, je dirais entre popularité et vote. Oui. On peut être très, très populaire et ne jamais gagner une élection. Je pense à Bernard Kouchner, je pense à des personnes qui n'ont jamais même pu être candidats à l'élection présidentielle. Au contraire, il y a des personnalités qui ont une popularité faible. Je pense à Éric Zemmour, je pense par le passé à Jean-Marie Le Pen, mais quand on disait qu'on avait une bonne opinion de Jean-Marie Le Pen, ça voulait dire qu'on allait sans doute voter pour lui. Même chose pour Georges Marchais ou pour des leaders du Parti communiste. C'est vrai que parfois, la popularité, c'est un socle électoral. La plupart du temps, la popularité ne fait pas le vote, sinon on aurait eu à l'Élysée Simone Veil, Bernard Kouchner, etc. Mais c'est un ingrédient. Et vous voulez que je vous dise, et bizarrement, je vais vous dire aussi, la popularité ne fait pas l'audience. Oui, il y a des animateurs qui sortent très bien dans les sondages d'opinion où les gens disent oui, je les adore, mais qui font pas d'audience. Parce que les personnes clivantes. Et à l'époque, moi je me rappelle de Marc-Olivier Fogel par exemple, qui était extrêmement clivant, comme je peux l'être, comme peuvent être d'autres animateurs, et qui cartonnait. Et c'est ça. C'est vrai que c'est une émission de France 3 dont le nom m'échappe. On peut plaire à tout le monde. C'était des très bonnes audiences. Et à l'époque, je trahis pas un secret, c'est vrai que Marco, il avait une très forte notoriété, mais une popularité qui était, il était dans les derniers. Mais c'est souvent ça aussi parce que les gens aiment bien regarder aussi des personnes qu'ils n'aiment pas. Non, mais quand vous êtes clivant, il y a des gens qui vous détestent vraiment, mais les gens qui vous aiment, ils vous aiment beaucoup plus qu'une personne qui est lisse et qui est entre l'affection et parfois un peu l'indifférence. Alors, vous avez fait ce sondage. Alors, d'après l'enquête, 10% des Français, alors il y en a 3 sûrs et 7%, pourquoi c'était quoi le terme? C'était 3% certainement, et 7% probablement. C'est ça. Donc ce qui ferait 10% des Français. Alors j'ai vu qu'Éric Zemmour il était à 12 à l'époque. Oui. C'est ça. Il y avait il y a le général Pierre de Villiers qui était à 20. Qui était autour de 20, avec 6% de certains. C'est ça, c'est énorme. Et c'est vrai que vous expliquez, il y a 2 catégories socioprofessionnelles qui sont les plus susceptibles de voter pour moi, qui sont les chefs d'entreprise et les chômeurs, donc les ouvriers. C'est ça qui est fou. Comment vous expliquez ce paradoxe d'ailleurs? Non, c'est vrai, c'est aussi c'est quelqu'un, Cyril Hanouna, qui peut-être imprime et a été remarqué. C'est vrai que le potentiel électoral, ce n'est pas une intention de vote. C'est est-ce que je serais prêt à voter pour lui? D'ailleurs, ça me permet de déconstruire une sorte de fake news. On disait, parce que je vous ai assimilé à Coluche, et en plus on est à Europe 1, ça fait bien, c'est sympa de le dire. Vrai. Coluche a été testé à plusieurs reprises en potentiel électoral, c'est des enquêtes IFOP pour le point, et il est même monté à 18-20%. Mais ce n'était pas une intention de vote, il n'a jamais été confronté à Mitterrand, Laguillet, Marchais, etc. C'est ça qu'il faut bien le dire. C'est le cas également pour vous. Exactement, vous êtes dans l'absolu, ce qui serait intéressant un jour, mais ça sera une commande à faire ou pas, c'est vous confronter à une offre électorale complète, de la même manière. C'est ça, en fait, là c'est juste la question, est-ce que vous seriez prêt à voter pour lui? Et c'est important de le dire aussi pour Coluche, surtout sur Europe 1, c'est vrai que c'était ça. En fait, c'était, seriez-vous susceptible de voter pour Coluche? Exactement. Il y a beaucoup de gens aussi qui seraient pas prêts à voter pour moi, 87% je crois. Oui. Ça qui dit donc je dirais que c'est à la fois des gens qui vous aiment pas, c'est des gens qui vous rejettent, c'est des gens qui ne se sont pas projetés dans un Cyril Hanouna candidat. Donc il y a dans ce 87%, il y a toute une série de motivations, qui dit c'est une blague, etc. Voilà. Quelle politique en ce moment? Moi j'essaie de faire un jeu un petit peu tous les jours sur Europe 1. C'est, vous le savez, je vous dis tous les jours, à date, qui est le président en 2027, au 30 avril 2025, le président en 2027. Oui. J'ai pensé à vous, Cyril, parce que enfin on a eu un sondage sur le second tour. Vous savez, on se plaint. C'est Édouard Philippe. Exactement. Face à Jordan Bardella ou Marine Le Pen. 56-44 ou 54-46. Je crois que c'est ça. 54-46, exactement. Et c'est vrai que chaque jour, moi je me dis, à date, aujourd'hui, 30 avril, si l'élection avait lieu, donc on est à pile 2 ans, Édouard Philippe serait le président. Absolument. On est d'accord. On est d'accord, Frédéric. En tout cas, aujourd'hui. Voilà, mais un sondage d'attention vote n'est pas prédictif. Il donne des résultats sur le rapport de force actuel. Exactement. Et c'est vrai que
il est faux de dire qu'à 2 ans, jamais une enquête a donné le président futur. Je suis pas d'accord avec ça, moi. Je suis d'accord. Je vais vous donner 2 exemples. Entre 86 et 88, pas un sondage n'a donné François Mitterrand battu dès la fin 86. Et Emmanuel Macron sur le deuxième mandat. Et pareil. Ah oui. Et 3e exemple, en 2006-2007, jamais une enquête a donné Nicolas Sarkozy battu. Il arrivait toujours en tête au premier tour, parfois une fois à égalité avec Ségolène Royal et toujours gagnant au second tour. Par contre, en 2002, il y avait Balladur. On croyait que c'était en 95 exactement. Balladur était Chirac. Voilà. Alors, mais il y a eu des, mais il n'y a pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une photographie. Mais déjà, c'est une photographie qui donne un rapport de force. Une tendance. Exactement. C'est quelque chose qui donne un rapport de force aujourd'hui, ici et maintenant, qui n'est pas prédictif du jour du vote. On se serait vu le 30 avril 2015, il y a 10 ans jour pour jour. On n'aurait pas évoqué autour de la table Emmanuel Macron. Exactement. Il était ministre de l'économie, il avait une bonne popularité, on commençait à frémir autour de lui. Dans le jeu actuel, politique actuel, si ça ne bouge pas, et je vous dis franchement, je doute que ça bouge beaucoup, moi. C'est mon avis, mais je doute que ça bouge beaucoup. Moi, je trouve, mine de rien, que à chaque fois, les enquêtes d'opinion, je suis désolé, il y a parfois des gens qui critiquent, etc. Je trouve franchement qu'ils se trompent rarement, les mecs. Faut arrêter. Emmanuel Macron, il y a 2022, les mecs, Emmanuel Macron, il a été élu du début à la fin. Il n'y a pas eu de surprise. Les européennes, vous les avez données. Oui, exactement. Les européennes, vous les avez données. Mais c'est très variable. C'est lié à la participation, c'est lié à l'offre électorale. Jusqu'en fin 94, les sondages testaient Jacques Delors. Il n'a pas été candidat. En 2006, avant la présidentielle, jusqu'à la primaire socialiste, on testait, tenez-vous bien, 7 candidats socialistes, c'était d'ailleurs pour Paris Match, on testait Jacques Lang, on testait François Hollande, on testait Jospin, on testait Ségolène Royal, Bertrand Delanoë, Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius. Là, on est dans une élection de renouvellement. C'est-à-dire comme en 95, comme en 2007, le président sortant n'est pas candidat et il peut pas l'être, et on va même dire que son opposante, son adversaire de 2017 et 2022, je ne sais pas ce qui se passera, mais c'est sans doute compliqué. Donc on est dans du renouvellement absolu. Justement, vous parlez de renouvellement. Qu'est-ce que ça veut dire que l'on vous commande des sondages ou des sondages d'opinion, en tout cas, sur des personnalités qui ne font pas partie du sérail, justement? Qu'est-ce que ça traduit? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une excellente question. Je pense que ça traduit. Non, mais vraiment, pour moi, ça traduit la crise du politique. C'est ça. Jamais le politique à l'échelle nationale. J'ai parlé tout à l'heure d'éclipse du politique. Les Français ont le sentiment depuis le 7 juillet, quand on leur demande de refaire le film, qu'il ne se passe plus rien. 7 juillet, une assemblée introuvable, puis les vacances, les Jeux Olympiques, un temps fou pour le gouvernement Barnier chute, François Bayrou arrive. Les Français ont le sentiment que le politique ne change plus la vie, et ils voient le contraste entre une classe politique nationale où il ne se passe rien et à l'international, parce que maintenant les gens s'intéressent à l'international. C'est ça qui a changé par rapport à il y a même pas 5 ou 10 ans, où il y a des fortes accélérations. Mais la politique ayant hors du vide, il y a des acteurs qui émergent. Vous en parliez tout à l'heure, Cyril, le maire d'une ville. Le maire, au moins, il change la vie. Il est sur le terrain, il écoute, et puis parfois, l'entrepreneur. L'entreprise a une cote d'enfer. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait il y a 10 ou 20 ans. Et c'est vrai que dans ce contexte-là, on va dire, les politiques échouent à l'échelle nationale, allons voir ailleurs. Qui est un chef d'entreprise, qui est un animateur. Zelensky était, comme vous le savez, acteur, Bébé Grillo en Italie. Il y avait une politologue qui s'appelait Laetitia Krupa, qui est malheureusement nous a quittés. La tentation du clown. Exactement. Et ce livre est absolument passionnant. Je recommande de le relire. Effectivement, on cherche peut-être ailleurs, même si, sans doute, moi c'est peut-être ma pente, mais je me trompe, je pense qu'on va rester sur des personnalités politiques installées parce qu'il y a une telle inquiétude des Français sur l'avenir qu'on va chercher peut-être des experts, notamment sur des questions internationales. On va parler du cas Olivier d'Artigol dans un instant. On en parlera avec Valérie Benaïm, bien entendu avec Gauthier Lebray, avec Fabien Lecoeuf, avec Gilles Martignol qui nous a rejoint. Bien entendu, maire de Ficou. Non, conseiller général de Ficou maire de Sud. Ficou, 01 80 20 39 21. Le cas d'Artigol est fou puisque hier, lorsque nous avions notre journaliste, le journaliste de Valeurs Actuelles avec nous dans le studio, il aurait écrit à une personne. Et je sais qui est cette personne, je ne la dévoilerai pas. C'est à lui de dire qui est qui et qui est Marie-Ange Nardi. Il nous dira à qui il a écrit. Il aurait écrit « c'est horrible ». C'est horrible. Il va nous dire le contexte, bien entendu. Il y a énormément d'auditeurs qui veulent réagir. 01 80 20 39 21. Il y a même des gens qui veulent le destituer de Ficou. Restez avec nous sur Europe 1. Et Frédéric Dabi reste avec nous. On a encore 2-3 questions à lui poser. À tout de suite sur Europe 1.